une nouvelle semaine qui tire vers sa fin avec de nouvelles actualités, notamment l'hommage rendu à nos disparus de Tchaloudé, la marche de protestation du Cap 2015, la tournée de la Commission pour la réflexion institutionnelle et constitutionnelle, et que sais-je encore. Pour avoir des détails sur toutes ces informations, un seul rendez-vous, le magazine 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espoir. Et nous y sommes. Alors, chers téléphiles de E47, bonsoir et bienvenue dans votre émission de tous les dimanches. Notre invité du jour répond au nom de Philippe Mati Thomas Atakpa et il est le délégué national à l'administration chargé des actions du parti Pacte Socialiste pour le Renouveau PSR. Monsieur Atakpa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir à vous, à tous vos téléspectateurs. Cette émission a un motif, c'est de bien connaître notre invité ou bien de présenter une illustre personnalité à nos téléspectateurs. D'abord, ma première question ira sur votre enfance. Où et comment l'avez-vous passé? Je suis né un 6 août 1973 à Sotobois, mais j'ai passé toute mon enfance à Kouméa. Dans la préfecture de la Koza? Dans la préfecture de la Koza, où j'ai fait pratiquement mon école primaire. Mon papa étant militaire, je me suis retrouvé aussi à Ténédia, où j'ai eu mon CPD. Après, retour dans la Koza, j'ai fait le collège militaire de Tchétchéo. Après, je me suis retrouvé en France pour continuer une formation militaire. Et après tout ça, j'ai arrêté l'armée et puis je me suis lancé dans la vie civile où j'ai fait des études en mathématiques appliquées aux télécommunications, où j'ai eu un doctorat en mathématiques appliquées aux télécommunications. Bon, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine en France. Je suis revenu au pays en 2007 parce que je voyais que mon pays, sur le plan politique, n'avançait pas depuis le décès du feu Yadema. Donc je suis venu pour participer aux législatives de 2007. Et j'étais candidat dans la préfecture de Sotobois. 2013 2007. 2007, voilà. 2007, j'étais candidat aux législatives à Sotobois. Aussi 2013. Et comme vous savez, le Septentrion, c'est une chasse gardée du pouvoir. Ils font tout et tout pour bourrer les urnes, ils font tout et tout pour dire qu'ils ont gagné dans ces zones-là. Bon, et après, nous sommes là toujours dans le combat parce que j'estime que nous devons libérer le pays. J'estime que les Togolais doivent vivre mieux. J'estime que les Togolais doivent vivre en démocratie. C'est pour ça que depuis... après 2007 où le PSR est allé seul aux élections, en 2010 nous avons créé le FRAC où nous avons soutenu Jean-Pierre Fabre aux élections présidentielles et en 2013 nous sommes retournés aux élections législatives avec CST, Collectif Second le Togo, et en 2015 aussi nous avons créé Combat pour une alternance politique en 2015 où nous avons porté Jean-Pierre Fabre comme notre candidat. Avant de continuer sur le chemin politique, j'aimerais encore revenir sur l'enfance. Quels souvenirs gardez-vous de cette période? Moi, en fait, mon enfance était une enfance glorieuse parce que, surtout à Kouméa, où j'étais avec ma grand-mère. Vous savez ce qu'est une grand-mère? Une grand-mère, elle Il protège. paraît que les grandes-mères chouchoutent les enfants. Voilà, elle couvre. Et j'étais un peu agité, turbulent quand j'étais enfant. Et bon, j'avais beaucoup d'amis. On allait à la pêche, à la chasse. La viande qu'on voulait, c'est ça qu'on mangeait. Du moment où c'était de la viande sauvage, quoi. Oui. C'est ça qu'on chassait. Et l'année la plus malheureuse de mon enfance, c'est quand j'ai quitté ma grand-mère pour rejoindre mes parents, c'est-à-dire mon père et ma mère. J'avais tout à manger, mais j'étais coincé à la maison. Je ne pouvais pas sortir comme je veux, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que pour mon père, c'est l'école. Et c'est vrai, j'ai été toujours premier de ma classe, donc je pense qu'il a bien serré les vis. Et me voilà aujourd'hui et je les remercie. Même ma mère, de là où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle doit être fière de son fils. Papa est encore là? Le vieux Louis Lévy.
Vu à Takwa, il est en vie, il est dans la préfecture de la Bosa, il est chef village à Landa, Panzende là-bas. Donc je dis que j'ai eu une enfance très heureuse parce que j'ai des parents qui m'ont vraiment Bien encadré. bien encadré. Et qu'est-ce que ça fait d'être le fils de militaire? Ah, c'est la rigueur, la politesse. C'est-à-dire que lorsque vous posez un acte, vous savez que vous allez prendre une cordelette en rentrant à Donc la il n'y a pas maison. de différence entre les citoyens et l'enfant que le militaire a. Non, parce que pour moi, en fait, le papa, pour lui, si on dit les gens qui ont servi vraiment d'une façon loyale ce pays, et je le dis, il y a ceux qui connaissent mon père, l'adjudant Atapa Sinde Tiao, savent que c'est des gens qui ont servi vraiment ce pays avec loyauté. C'est un para-commando, c'est les premiers commandos formés au Zaïre. Et mon papa était fourrier au RPC, au régiment parachutiste commando. Avant, ils étaient à Téméga, maintenant ils sont à Kara. Et je pense que c'est... Mon papa, il m'a enseigné la rigueur. Et ma mère, elle m'a enseigné une chose, c'est que lorsqu'on rentre dans la classe, on dit c'est qui le premier, il faut que ce soit moi. Même si je dois avoir un de moyenne pour être premier, il faut l'avoir. Voilà, c'est-à-dire, on ne doit pas appeler quelqu'un avant de m'appeler. C'est-à-dire, voilà les deux choses. Mon papa, c'est la discipline, et ma mère, c'était la rigueur intellectuelle. C'est-à-dire qu'il fallait à tout prix que j'avance. Parce que ma mère est tombée enceinte de moi quand elle était en troisième. Alors, vous comprenez que elle a de quoi... Pour elle, les études, par rapport à ses enfants, nous sommes trois enfants chez elle, donc c'était très important pour elle. Donc voilà comment réellement les choses se sont passées. Vous avez fait le collège militaire, est-ce que c'est sur imposition du papa parce qu'après vous avez quitté la vie militaire pour la vie civile? Parce que pour mes parents, j'étais un peu turbulent, un peu agité. C'est-à-dire que même si à l'école j'étais très bon, c'est-à-dire que très très bon, mais je leur donnais du fil à retordre parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on marche le pied. Donc je cognais, je tapais les gens de ma génération, je tapais. Et les parents de mes amis que je tapais venaient déranger mes parents. Donc vous comprenez que le papa dit, un jour il s'est dit, bon, le papa pour lui, il voulait que je fasse le petit séminaire. Ah, bah, pour devenir prêtre. Et ma mère dit, elle veut un petit-fils. Elle ne peut pas ne pas avoir de petit-fils, donc c'est pas la peine. Et donc le papa dit, bon, allez, on l'amène au collège militaire comme ça, là-bas on va bien le former. Et, on va bien le discipliner. Voilà. Et en fait, le collège militaire, c'est ce qu'il me fallait. Quand je suis arrivé là-bas, tu vois, tu as une énergie à dépenser, donc lorsque vous dépensez votre énergie, vous n'avez pas le temps de faire des bêtises, vous n'avez pas le temps de taper vos collègues et tout ça. Donc le collège militaire, c'est ce qu'il me fallait au fait. Et moi, je pense que c'est très, très intéressant. Et puis quand vous faites le collège militaire, c'est une réalité avec l'éducation sportive et l'éducation intellectuelle. C'est une conjugaison d'un homme complet. C'est-à-dire, aujourd'hui, où que je sois, je sais que je peux me battre, quelle que soit les circonstances. Je peux me défendre face à n'importe quel problème. Et surtout, l'amour de la patrie. Lorsque je suis allé en France pour continuer ma formation militaire, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que lorsqu'on porte le treillis, on est prêt à mourir pour son pays. C'est pour ça qu'on porte le treillis. Donc je dis l'amour de la patrie. Et le Togo, j'adore le Togo. Je vous dis, par-dessus tout, j'adore le Togo. J'aurais pu rester en France, hein, continuer à travailler là-bas, mais non, ça dit que j'ai deux filles, et je ne veux pas que mes filles, à un moment donné, se disent, ah, finalement, on va rester en France parce que la France, c'est mieux. Je veux aussi qu'elles disent, moi je vais rester au Togo par rapport au climat, par rapport au calme qui règne, par rapport aux amis. Bon, voilà pourquoi je me suis lancé en politique, parce qu'il faut donner la chance aux gens. Moi, je peux dire que nous sommes une génération sacrifiée, même si je ne me considère pas moi personnellement en tant que temps, mais il faudrait que vos enfants puissent avoir la chance d'avoir notre niveau de vie. Si nous ne le faisons pas,
nos enfants leur Lomé, ça serait Tchévien. Hein. Ils seront incapables d'acheter un lot de terrain à Lomé. D'ailleurs, il n'y a plus de terrain à vendre à Lomé. Donc ça serait très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter pour éviter que ce pouvoir, cette minorité s'accapare tout et que nos enfants, demain, ne pourront rien faire. Et c'est encore leurs enfants qui viendront commander nos enfants. Et ça, je ne l'admets pas. Est-ce que c'est cette politique qui a fait le déclic entre votre vie militaire et civile? Non, en fait, un jour, j'étais en France et j'avais mal au tympon. Et donc, j'ai dit, un ami français, il est colonel Rognon Fabien, je lui dis, mais que j'ai mal à l'oreille et qu'il faut que j'économise pour aller voir un médecin. Là, il me dit, mais tu n'as pas ta carte d'assurance, tu n'as pas ta carte de sécurité sociale? J'ai dit, c'est pas ça. Il dit, tu as une carte qui te permet de te soigner gratuitement. Moi, je viens du Togo, ça veut dire que j'ai quitté le village pour de Lomé direction à la France. Donc moi, je ne savais pas ce que c'est. J'ai dit non, je ne l'ai pas. Je réponds comme ça, je dis je ne l'ai pas. Et ça m'étonnait parce que pour moi, je suis étranger. Pourquoi j'aurais ce truc? Alors il est allé demander à notre chef de section. Le chef de section dit d'amener tous les papiers qu'on m'a remis. J'amène les papiers. Il dit mais c'est ça. Et je suis allé me faire soigner gratuitement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pendant les congés, je devais aller chez un ami qui m'invitait à Belfort. Et le train devait partir à 10h24. Et moi, je suis arrivé à 10h26. Ah, on a l'habitude, le retard. Voilà, le train est parti. J'ai compris que le train part parce qu'il est l'heure, pas parce qu'il est plein. Et avec les deux choses, j'ai dit, on se trompe dans notre pays. J'ai dit, mais faire, moi, fils d'un simple adjudant, me faire soigner gratuitement. Et que le train part, que tu sois ministre, que tu sois qui part parce qu'il est l'heure, je me suis dit, attention, là, il y a quelque chose à changer dans notre pays. Et c'est pour ça, réellement, que je me suis lancé en politique. Et depuis 2007, j'ai toujours parlé de la protection maladie. Et lorsqu'ils ont créé l'INAM, je suis l'un de ceux qui disaient que l'INAM, c'est bien, mais il faut que ça aille au-delà des fonctionnaires. Par exemple, nos agriculteurs, où Ansat va acheter le maïs chez eux, tout ça, là, ils savent qu'on peut les recenser pour les protéger aussi. Parce que c'est grâce à lui que nous mangeons aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous nous habillons. C'est grâce à lui que nous nous soignons. Donc aussi, les mettre dedans pour les protéger. Aussi, vous, les journalistes, même les travailleurs du privé, du moment où vous travaillez pour le Togo, puisque c'est une cotisation, on peut le faire. Moi, pour les agriculteurs, on peut décider, bon, écoutez, pour un sac de maïs de 100 kilos, vous êtes couvert sur le plan sanitaire toute l'année. C'est-à-dire qu'on peut trouver des mécanismes qui permettent de protéger vraiment tous les Togolais. Même pourquoi pas, si les moyens les permettent, aller jusqu'à la couverture maladie universelle pour tous les Togolais du moment où vous vivez sur la tête de nos oeufs. C'est très important, la santé, parce que c'est difficile hein, pour un SMIC qui a 37 000, dire que vous êtes malade ou alors que votre enfant est malade. Imaginez, quand nous sommes dans notre pays, on se trompe, on dit la paix, la paix, la paix. Imaginez-vous, mon ami, que là, nous sommes en train de travailler, votre téléphone sonne, on vous dit votre enfant est gravement malade. La femme vous dit, je l'ai amené à l'hôpital, on dit de faire des analyses, j'ai fait le devis, on me dit d'amener 125 000 aujourd'hui. Alors que le SMIC, votre salaire, c'est 37 000. Alors, comment est-ce que vous serez en paix? Jamais. Vous ne serez pas en paix. Donc, lorsqu'on parle de paix, ce n'est pas seulement quand les arbres ne crépissent pas. Ça aussi, c'est un truc. Lorsque la marmite ne bout pas, vous n'êtes pas en paix. Parce que quand l'enfant dit j'ai faim, lui, il ne cherche pas à comprendre s'il y en a ou il n'y en a pas. Hein. Lui, il a faim, il veut manger. Bon, voilà. C'est des choses comme ça qu'il faudrait qu'on lutte réellement dans ce pays-là pour que la minorité entende raison. Il y a un proverbe de Kouméa qui dit, lorsque vous êtes rassasié, vous êtes étonné que votre voisin vous dise qu'il a faim. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Et ça, c'est très important. Il faut sincèrement que ce pouvoir-là garde. C'est pourquoi moi, je les combattrai toujours. Jusqu'à mon dernier souffle, j'espère que Dieu m'aidera toujours à combattre cette minorité. Parce qu'il faut que, au Togo, la majorité vive mieux que la minorité.
Et c'est comme ça, on dira que oui, ce pays-là a avancé, ce pays-là avance. Sinon, nous nous trompons sur la terre de nos aïeux. Pour combattre la minorité, vous faites partie d'un parti politique, Pacte socialiste pour le renouveau. Rappelez-nous les objectifs et les visions de ce parti. Bon, un, nous sommes socialistes. Deux, préserver les acquis sociaux. Trois, lutter pour les nouvelles. Je ne sais pas, c'est-à-dire que il faut que le social prenne le pas sur l'économie. Nous, l'objectif, c'est que c'est l'homme au centre de tout. On met l'homme au centre de tout. C'est-à-dire que l'économie est au service de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'économie. Il faudrait qu'on arrive à comprendre que c'est comme ça. Lorsque vous produisez dans un pays, il faut que les Togolais se sentent qu'on a produit et chacun a en retour un bénéfice. Mais si tous les Togolais produisent et que c'est une minorité qui s'accapare de cette production, vous comprenez que ça ne peut pas aller. Moi, vous savez, quand je regarde le Togo, je sais qu'on est en train de... On couvre quelque chose. Qu'est-ce qu'on couvre? Je ne sais pas. J'ai quand même peur que ce qui s'est passé en 1990 revienne dans notre pays. Lorsque vous voyez les ressentiments ethniques, lorsque vous voyez les ressentiments de la majorité qui a coupé sous la pauvreté, moi, quand j'arrive à Sotoboa ou quand j'arrive à Kouméa, je ne reste pas dans ma maison. Moi, c'est l'enfant du pays qui est là, je me balade, mais les gens souffrent. Hein. Les gens souffrent réellement. Et parfois, ça m'étonne comment on peut me dire que le chef de l'État a 90% du vote à Sotoboa et Sotoboa est dans cet état. Allez voir le marché de Sotoboa. Vous serez étonné que, mais comment ce marché-là est comme ça? Alors que c'est là où ils ont les 3 députés, il a 90% de trucs. C'est étonnant. Et tout ça là, c'est qu'il y a des gens qui bernent la population. Et il faut éduquer la population. C'est aussi le rôle du PSR, d'éduquer la population, de leur faire comprendre que le Togo est un bien commun, que le Togo est au-dessus de nous, nous regarde, et qu'il faut redresser le Togo. Redresser le Togo, c'est pouvoir dire non. Dans une situation d'injustice, lorsque vous dites que vous êtes neutre, c'est que vous prenez fait et cause pour celui qui a créé l'injustice. Sinon, lorsqu'il y a injustice, il faut dire non. Il ne faut pas regarder que soit ses intérêts, il faut regarder l'intérêt général. En tout cas, moi, c'est ça. Aujourd'hui, je fais quoi? J'ai une ferme, je me débrouille dans ma ferme pour y vivre. Moi, je ne vis pas de la politique, mais je sais que la politique, c'est la seule chose qui peut faire avancer ce pays. La politique, c'est de dire il faut combattre. Les gens disent oui, mais il faut regarder Talon. Talon, il a fait ceci, il a eu de l'argent, il a créé des emplois. Oui, c'est vrai. Mais au Togo, pour monter, il faut être neutre. Il ne faut pas se mêler de la politique. Aujourd'hui, M. Jondo, qui est le directeur de Askai, qui est actionnaire aussi de Ecobank, si demain matin, il critique un peu la politique de ce pouvoir, il va tout perdre. Nous, on prend l'exemple de Agba Bertin. Oui. Agba Bertin, on va me dire qu'il n'a pas créé des emplois. Il a créé des emplois. Mais du moment où il a un peu critiqué ce truc-là, il est où? On prend Pascal Bodiora, aujourd'hui qui est là, LCF. Est-ce qu'on avait besoin encore de fermer LCF? Fermer LCF, ce n'est pas un problème pour Pascal Bodiora, mais c'est un problème pour les salariés qui vont retrouver encore des chômeurs qui sont là déjà en train de chercher de l'emploi. Vous prenez, mais depuis que Farid Sembé est là, vous prenez Sotoko qui avait licencié plus de 600 personnes. C'est 600 personnes, pourquoi? Vous prenez... Même cette semaine, les gens du service des impôts, voilà. se sont... Vous prenez OTP. Et je vous dis, ce pouvoir, c'est ça que j'aime bien chez eux, mais au même moment, il faut combattre ça. Il y a des gens, ils foutent en l'air tout ce qui touche, et après, ils changent de nom. On prend l'exemple. Sotoko, ils ont mis en l'air Sotoko, et après, ils disent, ah, il faut changer. Société nouvelle cotonnière du Togo. OTP, que nous étions enviés parce que nous étions le deuxième producteur de phosphate,
Ils ont foutu ça en l'air et maintenant dit SNPT. Même leur propre parti, RPT, ils ont, quand vous prenez le livre blanc du RPT, vous le lisez, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils imposent. Et après, ils disent, ah non, bon, il faut changer aussi de nom parce qu'ils ont foutu en l'air. Hop, on dit unir. C'est comme ça. Et moi, j'ai peur qu'un jour qu'ils changent le nom du Togo. Parce qu'ils auraient foutu en l'air le Togo. Donc, il ne faut pas les laisser faire. Il faut vraiment qu'on lutte. Moi, je dis bien, il faut vraiment qu'on lutte. Et, mes chers compatriotes, lorsque je dis il faut qu'on lutte, il n'y a pas que les politiques. Il y a vous, engagez-vous. Il y a aussi l'armée qui est là. Lorsqu'on dit augmentation du prix du pétrole, il n'y a pas une station où les militaires vont et c'est moins cher. C'est pour tout le monde. Lorsqu'on dit augmentation de 5% du salaire des fonctionnaires, les militaires sont fonctionnaires. Moi, je n'ai pas l'augmentation parce que je ne suis pas fonctionnaire. Il faut comprendre que nous luttons pour l'intérêt général et qu'on soit militaire, policier, gendarme, société civile, politique, bref, Togolais, nous devons lutter pour un idéal. L'idéal, c'est que la majorité des Togolais vivent mieux. Effectivement, c'est pour avoir un état de droit et c'est pourquoi vous êtes adjoint au CAP 2015. Mais selon certaines personnes, le PSR fait compagnie avec CAP 2015 pour avoir une visibilité. Quelle visibilité? Vous savez, peut-être qu'il y a des gens qui se sont lancés en politique pour se faire voir ou pour faire valoir. Nous, le PSR, quand vous regardez le PSR, tous ceux qui sont au PSR, vous prenez professeur Oulou, Maître Abikissa, Raphaël Biao, Bodé, Philippe Atako. Bon, je peux vous en citer plein de noms. Pratiquement, nous sommes chacun dans son domaine très bon. Vous prenez professeur Oulou. Est-ce que le professeur Oulou, doyen de la faculté de droit, a besoin d'une autorité, a besoin de s'enjoindre à un parti politique pour avoir une autorité? Vous prenez Maître Abikissa, avocat de son pays, a-t-il besoin, ancien ministre, a-t-il besoin de tout ça? Si nous, on voulait peut-être une autorité, comme vous le dites, est-ce que ce pouvoir est là pour bloquer l'opposition d'arriver au pouvoir? Pourquoi être opposant? On devait s'enjoindre à unir. Et comme ça, bon, peut-être qu'aujourd'hui, on serait des ministres. Aujourd'hui, on avancerait. Mais non, ce n'est pas ça. Nous sommes avec l'ANC parce qu'on a compris une chose. Nous sommes avec l'ANC, la CDPA, UDS Togo, M. Targone, son parti, tout ça, parce que nous croyons à quelque chose. L'union fait la force. Personne, aucun parti pris individuellement, seul dans ce pays, ne peut arriver à bout de ce pouvoir. C'est pour ça, moi je suis malheureux lorsque je vois une certaine opposition sur des chaînes de radio ou de télévision tirer sur l'opposition. Mais non, notre adversaire commun, c'est le pouvoir. On peut ne pas avoir, c'est-à-dire prendre le même chemin. Mais la finalité, c'est que nous voulons un changement. Ça, au moins, ça nous rapproche. C'est avec ça, réellement, qu'on devait discuter pour l'avenir du pays. Moi, je n'aime pas les gens qui ont un pays dedans, un pays dehors. Non. Moi, je suis militaire de formation. Je dis, on juge, on lutte en fonction du terrain. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que certaines personnes reprochent à Jean Péfa. Moi, j'ai travaillé avec lui plusieurs fois. C'est un homme humble, c'est un homme qui écoute, c'est un homme travailleur. La preuve, la dernière fois, lui-même, il est sorti dans la rue pour aller distribuer les tracts. Vous savez, je suis sûr qu'il est le seul candidat en 2015 et même en 2010, à avoir sillonné plus de villes et d'hameaux de notre pays par rapport au président autoproclamé président de la République. Jean-Pierre, moi, on a fait des... Mais attention, vous n'allez pas croire qu'on est allé même traverser des rivières avec nos véhicules, tout ça, aller dans des brousses éloignées, tout ça, là, que je suis sûr que le chef de l'État ne pense même pas que ça existe au Togo. C'est une réalité. Sinon, s'ils savaient, ils auront de l'eau potable là-bas pour boire. Parce que ce n'est pas la peine que les gens aient puisé de l'eau dans les nids de fleuves pour boire et me dire que lui sait. Si c'est, quand même, il doit les sauver. Et nous, on prenait la route. Avec les nids d'autruche sur nos routes là. On a fait ça, on allait partout pour faire une campagne électorale. Donc, je ne sais pas réellement ce que les gens reprochent à Jean-Pierre Fabre, mais je dis seulement à toute l'opposition, retenons-nous, asseyons-nous, parlons. Trouvons des alternatives par rapport à ce pouvoir actuel.
C'est la seule façon de sauver le peuple togolais. Je le dis, je répète, tout le monde ne peut pas être président de la République. Ce n'est pas possible. Mais nous pouvons arriver au pouvoir avec des alternatives. Et ensemble, on va construire. Vous savez, moi je dis, aujourd'hui c'est le pouvoir d'abord. Il faut prendre le pouvoir d'abord. Lorsqu'on aura le pouvoir, on va parler réellement de la démocratie. Aujourd'hui, il faut qu'on s'entende sur beaucoup de choses. Pour avoir le pouvoir, vous avez organisé une marche de protestation. Quels sont les objectifs, les causes vraiment de cette manif? Voilà, au lendemain du décès, pas au lendemain, le jour même du décès du feu général Yadema, en moins de 2 heures, Faure Gnassingbé est devenu, a quitté ministre pour devenir député, député, président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Ou bien, ils ont changé ça en un temps record. Aujourd'hui, et puis après on a signé l'APG, l'accord politique global, dans lequel il y a beaucoup de choses à mettre en place. Les réformes institutionnelles, les réformes constitutionnelles, les réformes électorales, même les réformes économiques. Et ça fait 11 ans que nous l'avons signé et rien mis en place. On dit oui, c'est la faute à l'opposition. L'opposition fait quoi? Si en 2 heures, ils ont pu changer la constitution, à 11 ans, ils sont incapables de mettre en application l'APG, là c'est très grave. Et donc nous sommes obligés de descendre dans la rue. Les Togolais ne comprennent pas tout. Parce qu'il faut leur expliquer. Un mensonge répété devient une vérité. Et le pouvoir accèle le mensonge au sein du peuple. Lorsqu'on dit non, c'est les députés de l'ANC qui ne veulent pas les réformes. C'est ce qu'on dit souvent. Même j'ai écouté le président du groupe parlementaire unir, tenir ça sur une chaîne à Lomé ici, tenir ça à Radio Kara, en disant que non. Bon. Si nous enlevons les députés ANC, ou apparentés ANC de l'Assemblée nationale, le reste qui reste là, ils peuvent faire des réformes. Alors pourquoi ils ne le font pas? Si c'est l'ANC qui est contre, ils font fi de l'ANC et ils font des réformes. Pourquoi ils ne le font pas? C'est très 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 grave ce que les gens disent. Il ne faut pas raconter n'importe quoi à la population. Vous savez, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a de la rage. Non. Je me rappelle dans ce pays quand j'étais encore plus jeune. C'est Olympio. Ah, Olympio, c'est le diable même en question. Olympio, Gilles-Christ Olympio, c'est quoi aujourd'hui là? Il travaille avec eux. Pourquoi il travaille avec eux? S'il était diable en tant que ça, pourquoi il travaille avec Olympio? C'est qu'il a compris et il a compris quoi? Il a compris qu'il faut trahir les Togolais? Il n'a pas trahi, selon lui, il n'a pas trahi. C'est l'homme politique. Quand vous discutez avec les gens de l'UFC, ils vous diront que... J'ai dit, c'est l'homme politique qui vous parle. Au sein de ma famille, il y a des gens qui sont tombés pour Gilles-Christ Olympio. Moi, j'estime que c'est la trahison. Ce qui s'est passé à Soudou, là, ceux qui sont tombés, j'estime que c'est une trahison. Mais non seulement il ne s'arrête pas là, c'est lui qui joue un mauvais jeu par rapport à la CENI. Est-il de l'opposition ou est-il du pouvoir? Il est de l'opposition. Mais non, lorsque vous signez un contrat pour diriger avec le pouvoir, vous êtes du pouvoir. C'est au Togo ici qu'on se trompe. Donc CAR aussi, on peut dire que CAR n'est pas de l'opposition. Une question. Est-ce que le CAR a signé un contrat de gouvernement avec UNIA? Mais tout compte fait, il faut aller aux négociations. Non, une question. Répondez parce que vous il n'a pas encore signé. Comment il n'a pas encore aller aux négociations? Non, ça veut dire quoi, négociation? Et si réellement négociation avait été faite, mais je ne suis pas dans le sein des saints de l'IFC du temps passé, mais comment un secrétaire général comme Jean-Pierre Fabre ne soit pas au courant de ça et qu'il soit obligé de créer l'ANC? Moi, je ne suis pas saint, mais je peux m'appeler Thomas. Et c'est moi mon problème, il est là. Il ne faut pas tromper la population. Je demande aux progressistes, je demande aux gens qui veulent vraiment que ce pays avance, qu'il faut qu'on s'entende. Vous savez, lorsqu'on dit une parité au sein
de la CENI, et qu'au même moment, l'UFC arrive, qui dit, ah, lui aussi, il est de l'opposition, lui aussi, il a droit. Alors que tout le monde sait qu'il travaille avec le pouvoir, qu'il vote toutes les lois avec le pouvoir. Alors, comment vous voulez réellement qu'on avance? Ce n'est pas une mauvaise chose d'être du pouvoir. Mais il faut l'afficher. Ce n'est pas une tare d'être de l'opposition. Mais il faut afficher, il faut s'affirmer. Et l'assumer. Et l'assumer. Moi, j'assume tout. J'assume tout. Même, j'ai dit, un couteau à la gorge de M. Philippe Atapa, j'assume ce que je dis et j'assume ce que je fais. À mon âge, je ne suis pas là, je n'habite plus chez mon père. À mon âge, mon papa ne me dit pas ce que j'ai à faire. À mon âge, je fais ce que je pense utile pour ma nation. On fait ce que l'on peut, on ne fait pas ce que l'on veut. Et c'est dommage, moi je dis bien c'est dommage que vraiment on soit là à nous rejeter les torts dans l'opposition, dire tel a fait ceci, tel a fait cela. Non, moi, vous ne me verrez jamais tirer sur les gens avec qui je combats. Monsieur Atapa, pourquoi le TAP 2015 reprend-il encore la rue alors que ça n'a pas été payant? Non, pourquoi vous dites que ça n'a pas été payant? Dans tout le monde entier, pour avoir quelque chose, que même dans les meilleures démocraties comme la France, c'est la rue. Pour qu'une loi soit retirée, c'est la rue. Et rappelez-vous, moi, Philippe Atapa, nous au PSR, il y a la légitimité et la légalité. Nous mettons la légitimité au-dessus de tout. En Afrique du Sud, l'apartheid était légal, mais ce n'était pas légitime. Les gens se sont battus pour avoir la légitimité. Et Nelson Mandela est arrivé à la tête de l'État pour assainir beaucoup de choses. Les Noirs américains n'avaient pas droit aux droits civiques. C'était légal dans le temps, mais ce n'était pas légitime. Les gens se sont battus pour avoir la légitimité. Je peux prendre l'Égypte, je peux prendre la Tunisie. Mais aujourd'hui, dans notre pays aussi, il faut se battre pour la légitimité. Moi, j'estime que Faure Gnassingbé est légal, mais il n'est pas légitime. Parce que lorsque nous prenons notre Constitution, à l'article 150, toute personne qui stipule que toute personne ayant participé de loin ou de près à un coup d'État n'a pas droit d'être candidat. Si en 2005, au lendemain du décès de son papa, il a usurpé le pouvoir, donc j'estime que c'est un coup d'État. Normalement, quand il a déposé sa candidature, la Cour constitutionnelle aurait dû rejeter sa candidature s'il respectait notre Constitution, s'il respectait cet article 150 dont je viens de vous dire. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait que c'est légitime. Mais l'APG l'a légitimé. J'ai dit bien. En 2010, on aurait dû rejeter sa candidature. L'APG peut faire n'importe quoi, oui ou non. A-t-il fait un coup d'État? Il a fait un coup d'État. Et donc, toute personne ayant participé de près ou de loin à un coup d'État n'a pas le droit d'être candidat. Parce qu'aujourd'hui, Pacha Gnassingbé, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il avait l'intention, c'est-à-dire que... Il n'a pas encore fait. Voilà, c'est l'intention même. Et il est en prison. Et lui qui a fait, lui, il est président de la République. L'intention, voilà. Alors, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et mes chers compatriotes, il ne faut jamais vous laisser berner. Avançons seulement. Avançons. Nous sommes en allant, avançons. Délivrons le pays. Sortons le pays de l'obscurité dans laquelle il se trouve. Pour certains Togolais, l'organisation de la manifestation de rue de la dernière fois de Jean-Pierre Fabre, c'est par crainte d'un certain Atchadam Tipi qui a rempli les stades d'Agouin et de Sokodé. Donc c'est comme si le chef de l'opposition a un perte de popularité. D'accord, merci. Atchadam Tipi, c'est un opposant comme moi, Philippe Atapa, comme Jean-Pierre Fabre, comme tout le monde. Moi, toute personne qui a l'initiative de lutter pour que Faure Gnassingbé parte, pour que qu'il y ait la démocratie au Togo, moi, je suis preneur. Mais il ne faut pas chercher à diviser l'opposition. Et ça, c'est le pouvoir qui cherche toujours à diviser l'opposition. Vous pensez que nous, au CAP 2015, notre problème, c'est de savoir que Atchadam a rempli un stade, il a rempli un stade, on applaudit, c'est bien. Il n'a qu'à continuer ainsi. Mais jusqu'à preuve du contraire, Jean-Pierre Fabre est le chef de file de l'opposition. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il a le parti qui a plus de députés pour le moment. Attendons les prochaines échéances électorales. Si Atchadam, il arrive, et PNP, on l'a
de citer. Et... Voilà, alors que nous, je vais vous dire quelque chose. Jean-Pierre Fabre n'a pas pour objectif d'être chef de l'opposition. Il a pour objectif d'avoir le pouvoir et de diriger le pays. C'est ça la différence. Mais il jouit quand même de cette prérogative. J'ai dit, la loi, il n'était pas demandeur. La loi est là, elle a été votée, et il ne va pas, lorsque vous respectez votre pays, lorsque vous respectez les lois de votre pays, lorsque vous êtes démocrate, lorsque la loi dit, si vous avez, dans l'opposition, vous avez la majorité parlementaire, donc vous êtes le chef de file de l'opposition, il ne va pas refuser. Ce n'est pas une nomination. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas une nomination, c'est le peuple qui a décidé que face à Faure Gnassingbé, c'est lui qu'on veut comme interlocuteur. C'est pour ça qu'il est chef de file de l'opposition. Donc, attendons les autres élections et puis on verra bien comment ça va se passer. Mais au passage, Adjadam n'a qu'à continuer, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut que vraiment tous les partis commencent à comprendre qu'on n'a qu'à tirer à boulet rouge de gauche à droite face au pouvoir pour le faire partir. Bilan de votre marche du jeudi dernier. Très bien, il y avait du monde, beaucoup de monde. Je ne sais pas si vos journalistes y étaient, il y avait beaucoup de monde et j'estime que c'est très intéressant et que tout ira bien. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit bilan, le bilan, ce n'est pas nous. Le bilan, c'est le pouvoir. Est-ce que le pouvoir a compris le message adressé par le peuple togolais à son égard? Si oui, asseyons-nous. On n'a qu'à faire des réformes. On n'a qu'à revoir ce découpage des communes. On n'a qu'à revoir le scrutin électoral, parce qu'au Togo, sincèrement, ce n'est pas normal qu'on ait plus de 111 partis politiques, qu'on dise que c'est un scrutin majoritaire à un tour. Ça veut dire quoi? Non. Au premier tour, nous allons, et au deuxième tour, il y a des affinités. C'est ça qui est important. Donc nous disons un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, que ce soit pour les présidentielles, que ce soit pour les législatives. Mais, vous savez, ils prennent du retard tellement, et après pour nous dire, oui, mais à 6 mois d'une élection, on n'a pas droit... D'après la CEDEAO, les lois de la CEDEAO. Voilà, on n'a pas droit de changer la Constitution. Mais pourtant, le débat que nous sommes en train de mener ici, à la veille des présidentielles de 2015, on en parlait déjà. Et d'ailleurs, je suis l'un des hommes politiques de l'opposition qui, dans le temps, je me rappelle très bien, entre le 13 ou le 14 août 2014, je disais, si le prix à payer... C'était d'offrir un mandat. Voilà, pas offrir. Si le prix à payer était la candidature de Faure Gnassingbé pour avoir les réformes, moi j'étais preneur. Parce que j'estimais que c'est dans les urnes que tout se jouait. On devait mieux nous organiser, toute l'opposition nous organiser pour le battre. Mais bon, il y a une frange de l'opposition qui avait décidé de boycotter les élections. Alors que quand vous appelez la population à boycotter les élections, vous de l'opposition, ça veut dire que vous dites à l'opposition, n'allez pas voter pour l'opposition. C'est ça, ça veut dire aussi. Donc il ne faut pas qu'on se tourne après de ce qui s'est passé. Mais moi je suis convaincu, et la preuve, c'est que les présidentielles, que ce soit 2010, que ce soit 2015, je sais que c'est Jean-Pierre Fabre qui a été élu. Mais bon, si réellement Faure Gnassingbé avait gagné les élections, quel est ce cinéma-là à la CENI? Si, je parle de 2015, si réellement il avait gagné les élections en 2010, pourquoi lors de la compilation, ils viennent prendre nos ordinateurs? C'est tout ça. Lorsque vous êtes sûr de votre bon droit, lorsque vous êtes sûr que vous avez gagné quelque chose, vous n'allez pas user de la force. Et lorsque vous usez de la force, c'est que derrière, il n'y a rien. Alors que le CAP 2015 s'active à Lomé, la commission sur la réflexion des réformes institutionnelles et constitutionnelles, elle est au nord du pays pour sa tournée d'échange qu'elle a entamée cette semaine. Le chien aboie, la caravane passe par rapport à vos réclamations. Mais non. Vous savez, moi, pour ce groupe de réflexion, ce comité de réflexion, et le président Faure Gnassingbé, comme il s'en fout du peuple togolais parce que lui, il s'adresse au peuple togolais que par médias étrangers interposés. Vous vous rappelez que c'est en Allemagne qu'il a dit qu'il faudrait voir les professeurs, les intellectuels pour organiser les réformes. Voilà, pour organiser les réformes. Alors, quels sont ces intellectuels? Vous pensez que les intellectuels, c'est seulement ceux qui ont les cartes de unir
Vous pensez que les intellectuels, c'est ceux qui sont proches du pouvoir? Donc, dans l'opposition, il n'y a pas d'intellectuels? Est-ce que dans ce pays-là, on peut parler de droit sans professeur Oulu? Ça veut dire qu'il faut voir les trucs. Il ne faut pas prendre un fan club de Unir ou un fan club de Faure Gnassingbé pour dire oui, on a créé une commission de réflexion. Non, 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 non. Et d'ailleurs, la preuve, quand ils sont dans les savanes, que dit la population? C'est ce que nous disions, que la population de dit. revenir, de limiter le mandat. Le mandat et puis Voilà. organiser les élections en deux tours. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Est-ce que c'est normal qu'une seule famille régente sur le pays pendant 50 ans? Moi, je n'ai pas 50 ans. Je suis né sous le Gnassingbé. Quand même. Quand même. Il y a d'autres familles dans ce pays. Eux aussi, ils n'ont qu'à apprendre à être opposants. Et ils comprendront ce que c'est la vie. Vous savez, lorsque, moi je suis Kabyle, lorsque vous faites la lutte, celui qui a été au moins une fois terrassé, il a pu se lever, il comprend mieux la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le pouvoir ne comprend rien. Ils prennent nos deniers publics, les dilapident comme ils veulent. La preuve, on donne 15 millions à un canton et on casse la maison de quelqu'un, comme ça. D'ailleurs, pourquoi, pour une tradition, vous allez donner de l'argent aux gens? Avant la lutte, c'est pour la motiver. Non, avant l'avènement de la famille Gnassingbé à la tête de ce pays, il y avait Ebala. On luttait, il n'y avait pas d'argent. Moi, je suis Kabyle. Un Evalou, c'est l'oncle qui décide, ah, mon neveu, il a l'âge d'être Evalou. Il achète un chien. Et il informe le papa, qui aussi peut lui acheter un chien. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, l'argent a tout broyé, même toutes nos traditions. La preuve, même à Ného, on nous a pris une pierre bleue. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une tradition? Ou bien c'est encore... en tout cas, bref. Tout est politisé dans notre pays. Même nos chefs cantons sont politisés. Nos préfets, les chefs cantons, même les gens réfléchis qui devaient être neutres, tout est politisé. Même la société civile. Alors de quoi on me parle? Et ils vont même sur cette ligne en nous disant, oui, c'est une technique. Ça veut dire quoi, c'est une technique? Qu'est-ce qu'ils mettent dans technique? C'est encore pour mettre un fan club de Faure Gnassingbé pour dire oui, ça c'est une technique. Pour le moment, nous sommes... Mais j'allais en venir parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le texte de l'APG, il faudrait avancer par ces réformes. Aujourd'hui, le Parlement a voté la loi portant création des communes. Il y a une proposition de la CENI technique. Tout ça, c'est réclamé par l'opposition. Oui, mon frère. Un scrutin et une nominale majoritaire a dit tout. On l'a réclamé depuis. Il refuse. Mais on va en venir. Attendez, il refuse. Ça, c'est plus important que tout. Non, la limitation de... Oui, la limitation... Mon frère, la limitation de mandat, c'est plus important que tout. Ils n'ont qu'à le faire. Ça, c'est très important. Ils laissent ce qui est important et bernent la population. Et après, ça, c'est important pour eux. C'est vous qui réclamez la limitation. Pourquoi c'est... Mon frère, imaginez-vous. Mais attendez, imaginez-vous. Une seule famille, de 1967 à nos jours, 50 ans à la tête de l'État. Il n'y a que la famille Gnassingbé au Togo ici. Il y a d'autres familles. J'ai dit tout le monde ne peut pas être président, mais il y a d'autres familles. Il y a de cela 5 ans, Macron n'était rien. Il est président de la République. Qui connaissait Obama? Il a été président de la République. Donald Trump, qui le connaissait? Il a été président de la République. C'est comme ça, ça dit qu'il ne faut pas étouffer les talents. Il y a des gens, même si Faure Gnassingbé nous dit aujourd'hui qu'il fait des routes, il y a des gens qui peuvent faire mieux que lui. Non, avançons. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes en train de nous tromper de cible. Nous sommes en train de nous tromper de chemin. Faure Gnassingbé est la seule personne capable de faire toutes les réformes. Parce qu'ils l'ont fait en 2005. Donc ils peuvent le faire ici. Il suffit de donner le consigne à sa majorité prétorique à l'Assemblée nationale. Espérons bien, nous allons quitter le débat politique pour aller. Cette semaine, une décision a été prise, d'où désormais les frontières Togo-Ghana seront ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quels sont les avantages qu'on peut tirer? Est-ce qu'on peut remettre cet acquis au président l'actuel président de la CEDEAO? Je vais vous dire quelque chose. Là, j'étais en train de vous dire. Tout ce que Faure Gnassingbé fait, tout ce que M. Faure Gnassingbé fait, c'est pour l'international. Il ne fait rien
pour les Togolais. Au moment où nous sommes en train de parler des réformes dans ce pays, au moment où nous sommes en train de parler de la cherté de la vie, on dit, ah oui, on a signé, hein, la frontière est ouverte. C'est bien. La frontière elle est ouverte, c'est bien. C'est-à-dire que le temps d'attente pour faire les formalités, ça va faire truc. Au moins, ça permettra aux Togolais qui vivent sur les frontières d'aller prendre leur carburant au Ghana. Parce que c'est moins cher par rapport à chez nous. Au moins, ça permettra aussi au pays de dire, ah oui, c'est vrai, il faut qu'on se compare par rapport à ceux-là et peut baisser le coût de certains denrées de première nécessité. Et espérons qu'ils vont appuyer quand même la démocratie ghanéenne, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, oui, la frontière est ouverte. Non, non, non. Il faut aussi faire des choses. À la CEDEAO, moi, je serai à sa place. Le Togo est le seul pays actuellement où c'est insécurité majoritaire à un tour. Le Togo est le seul actuellement. Au moins, il faut faire cette réforme. C'est très important. Et moi, c'est là-bas que je l'attends. Je ne l'attends pas sur un autre terrain. Cette semaine également, un sujet qui a fait beaucoup couler d'encre, c'est le décès de nos humoristes et un hommage leur a été rendu hier. Comment avez-vous appris la nouvelle Une fois encore, je présente mes condoléances attristées à toute la famille, à toutes les familles éplorées. Et ces jeunes hommes ont rentré le même jour. Ils m'ont doublé entre Tchébébé et Blitan. Est-ce qu'ils avaient un excès de vitesse? Oui, moi je pense que c'est l'excès de vitesse qui les a tués. Nous pouvons déplorer que nos routes sont mauvaises, c'est vrai, mais aujourd'hui, le tronçon sur la route internationale, le tronçon entre Agbonou et Aouda est le meilleur tronçon, c'est-à-dire où il n'y a pas de nid d'autruche. Mais ailleurs, il y a les nids d'autruche partout. Ça aussi, il faudrait que M. Nyonfam regarde ça vite fait pour qu'il puisse réparer cette route. Et que c'est la vitesse qui les a tués. Et je profite pour dire à nos compatriotes, à nos familles, que vraiment, lorsque vous avez le volant entre vos mains, le volant c'est une arme de destruction massive. Il faut respecter le code de la route, il faut respecter la limitation de vitesse et aussi en appeler à Forngasengé que nous avait promis une autoroute depuis 2005. Enfin, il faut faire une autoroute. Nous n'avons pas de pétrole, c'est vrai, mais nous avons la route internationale qui dépasse même le pétrole. Parce que les pays de l'Interland l'empruntent pour venir. Donc avec une autoroute, c'est-à-dire une voie 2x2, on peut créer même un port sec à l'intérieur du pays quelque part et en faire une grosse économie et avancer. Donc, monsieur le chef de l'État, bon, l'autoroute, enfin, il faut nous la faire. Monsieur Nyonfam, avant l'autoroute, quand même, il y a les nids d'autruche. Il faut les regarder et aller les l'autoroute qu'on nous a fait sert de mouroir quand je prends le grand contournement. Non, c'est ce que je dis. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Il faut... Nous tous, nous étudions le code de Rousseau. C'est bizarre, hein? Nous tous, nous étudions le code de Rousseau. Mais il n'y a rien qui vous a frappé que même dans un rond-point au Togo, la priorité est à droite. C'est d'une incongruité. Normalement, la priorité est à celui qui est déjà à l'intérieur du rond-point. Mais au Togo, non. C'est à droite. Donc, alors que nous tous, nous étudions le même code de Rousseau. Ça aussi, le ministre de la Sécurité, le ministre des Transports, il faut qu'il revoie ça réellement. Le code de la route, il ne faut pas donner le permis à n'importe qui. Il faut donner d'abord permis de conduire. Ça ne veut pas dire que vous savez conduire. C'est-à-dire qu'on vous permet de conduire, de vous perfectionner. Et donc moi je pense qu'il faut réellement revoir le code de la route au Togo. À la place aujourd'hui, vous voyez les gens passent leur code, on leur parle de l'autoroute. On a des autoroutes au Togo, on n'en a pas. Donc pour le moment là, monsieur le chef de l'État, monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre de la Sécurité, il faut revoir la sécurité routière, qui a été même une année priorité des priorités pour le chef de l'État. Mais malheureusement, on a vu ce que ça donne ces derniers moments.
Pour en revenir à nos illustres disparus, certains les incriminent parce qu'ils revenaient de l'Evana. Donc tous les accidents au Togo là, c'est lorsqu'on est de retour des Evara, ben non, l'accident de Talo là, est-ce que les gens revenaient des Evara? Non, l'accident de nos joueurs à Gbandi là-bas, ils revenaient des Evara? Non. Lorsqu'il y a un mouvement de foule, c'est tout à fait normal qu'il y ait de ces accidents, même si c'était pour les funérailles, même si c'était pour n'importe quoi. Ce n'est pas Evala qui a tué les humoristes. Mais c'est l'excès de vitesse. Ils sont allés dans le cadre de leur travail. Ils ne sont pas allés parce que c'est... Je rappelle que leur dernière scène, c'est la sélection régionale de Miss Togo. Voilà, donc c'est pour dire qu'ils étaient là dans le cadre de leur travail. Moi, par rapport à Evala, ce que je n'admets pas, c'est la désertification de nos administrations lors de cette période. Mais ça, la faute est à qui? La question reste posée. Moi, je suis Kabyé et je sais que Evala existait avant la famille Ngassingbe. Et on avait aussi une semaine de lutte. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est normal que l'administration soit désertique? Et la question que je me pose, moi, en tant que Kabyé aussi, c'est de savoir, le jour où le chef de l'État ne serait pas Kabyé, comment serait cette fête? Voilà. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, je faisais partie des gens qui, dans ma jeunesse de lutte, j'aurais préféré que la lutte là devienne un sport national, comme ça se fait au Sénégal. Mais malheureusement, on n'a pas pu atteindre ce niveau. On a les jeux francophones de francophones. Vous avez vu les Sénégalais, comment les Sénégalais, la lutte des Sénégalais. Voilà. C'est-à-dire, c'est des trucs comme ça qu'il fallait qu'on fasse. Mais malheureusement, il y a a perdu son temps à encore tribaliser le pays. On n'a pas pu atteindre cet objectif que je dis. Aujourd'hui, le problème ne se serait même pas posé. Aujourd'hui, on pense que, oui, la fête des Kabyé là, c'est comme si c'est la fête nationale. Mais non, ce n'est pas ça. Moi, je dis, je répète, je ne suis pas d'accord par rapport à la désertification de nos administrations lors des Evala. Moi, en tant que Kabyé, c'est tout à fait normal. Moi, j'avais un Evala, c'est tout à fait normal que j'aille. Mais est-ce que si j'étais ministre et j'étais occupé par quelque chose, est-ce que je devais aller? Non, sauf si je suis ministre de la Culture, ce qui m'obligeait à aller, donc je devais aller. Donc il faudrait à l'avenir qu'on puisse voir tous ces petits détails. Monsieur Atakwa, la dernière partie de cette émission, c'est la distraction où on va vous connaître à travers votre vie intime. Vous venez de le dire, vous avez 2 filles, vous avez une femme. Que pensez-vous également, comme le président français, qu'on doit limiter les naissances en Afrique? C'est bizarre. Est-ce que M. Macron est président de l'Afrique? L'Afrique, c'est un continent. Macron parle aux Français. Il parle au nom des Français. Au moins, nous parlons de limitation de mandat. Au moins, nous parlons des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Monsieur Macron sort, il dit, le développement de l'Afrique, le frein au développement de l'Afrique, c'est les femmes qui ont beaucoup d'enfants, 8 ans. Aujourd'hui, là, de nos jours, à Lomé ici, quelle femme a 8 enfants? Ça, c'est le premier point. Mais le problème de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique ne maîtrise pas la technologie. Le jour où l'Afrique maîtrisera la technologie, nos phosphates, nous-mêmes, nous allons les transformer et vendre. Notre fer à Bengéli, nous-mêmes, nous allons le transformer et vendre. Beaucoup de choses. Le maïs, le café, le cacao, nous-mêmes, nous allons transformer et vendre. Le jour où l'Afrique comprendra que, bon, écoute, c'est vrai, on a des moyens limités. Donc, par pays, on n'a qu'à se spécialiser. Le Togo a déjà l'architecture. Vous voyez, le Ghana peut décider que, bon, moi, je vais former les ingénieurs en électricité. Un autre pays en électronique. Un autre pays, voilà, en mécanique. Tout ça, là. Lorsqu'on maîtrisera la technologie, nous parlerons d'égal à égal avec les Occidentaux, qui, eux, n'ont même pas de matières premières. Les matières premières, c'est nous qui les alimentons. Aujourd'hui, si le Niger, la Centrafrique, refusent de vendre leur uranium à la France va grelotter de froid en hiver. Donc,
le problème ne se situe pas à ce niveau, le problème se situe au niveau de la maîtrise de la technologie. La Chine, plus d'1 milliard. La Chine maîtrise la technologie. En 1970, je vous rappelle bien que le Togo était devant la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud nous donne et nous prenons. Ça veut dire que c'est la non-maîtrise de la technologie qui est problème. Et j'ai dit, c'est vraiment. Donc, les femmes qui ont 8 enfants, tout ça là, moi, j'ai 2 filles. Et elles sont au pays ou bien elles sont en Occident? Les deux. Elles sont au pays? Les deux sont pays et occident. Elles sont à cheval entre... Voilà. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai que parfois dans nos villages reculés, où il n'y a pas d'infrastructure de loisirs, quand vous voyez un couple qui revient du champ, c'est quoi le loisir? Le loisir, c'est le plaisir sexuel, sans protection, et qui donne des enfants, ainsi de suite. Et aussi, il faut exhorter les populations à aller à l'école. Il faut exhorter les populations à la protection sexuelle. Mais moi, je ne parle pas de la planification. Ce qui est plus dangereux, ce sont les maladies. Ce n'est pas la grossesse. Donc, il faut se protéger d'abord. Et aujourd'hui, vous voyez, même à Lomé, j'ai l'impression, pas à Lomé, qu'en Afrique en général, nos sœurs ont plus peur de tomber enceintes que d'attraper une maladie. Et ça, ce n'est pas normal. Il faudrait rééduquer la population. Les préservatifs, c'est très, 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 très important. Une dernière question. Est-ce que vos filles savent tenir la roue puisque vous aimez tellement l'agriculture? Non. En fait, je ne vis pas de la politique. Je ne peux pas sortir, rester les mains ballantes, les bras ballants. Et donc, j'ai décidé de créer une ferme agricole où je m'en charge. Mais pour le moment, mes filles, elles font des études très très poussées et on verra le reste après. J'espère que leurs études, ça donnera quelque chose et que le moment du choix final, elles choisiront de s'installer au Togo plutôt que de s'installer ailleurs. C'est sur ces mots que va prendre le 7 sur 7 de ce jour. Merci de l'avoir honoré de votre présence. Oui, mais j'aurais quelque chose à dire aux Togolais, mes chers compatriotes. Le Togo est au-dessus de nous, le Togo est courbé, tirons-le, redressons-le pour le bonheur de tous les Togolais. Et nous, l'opposition, faisons tout pour barrer, pour imposer déjà, pour imposer une majorité parlementaire en 2018 à cette minorité, donc l'imposer une cohabitation et en 2020, pourquoi pas, prendre le pouvoir présidentiel et réformer notre pays. Je vous remercie. Merci également à vous. Merci également à toute l'équipe qui m'a assisté pour la mise en onde de cette émission. Quant à vous, chers téléphiles de E47, on se retrouve le dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec même plaisir. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.